Alors dans cette vidéo, je vais parler de trois objections classiques contre le projet de Quine. Pour vous préparer, ce serait bien de lire l'article de Bonjour, Against Naturalized Epistemology, l'article de Kim, What is Naturalized Epistemology, l'article de Quine, Reply to Morton White, le chapitre 4 de Contemporary Debates in Epistemology et l'article de Stitch, Naturalizing Epistemology. La première critique dont je vais faire mention souligne le fait que la psychologie ne semble pas pouvoir répondre à des questions d'ordre normatif. Voici comment Laurence Bonjour exprime cette objection dans son article Against Naturalized Epistemology. Psychology can describe the causal relations between sensory stimulations and beliefs of various sorts, but it cannot offer any assessment of the rational acceptability of any such transition. It thus seems clear that at least Quine's version of naturalized epistemology has nothing whatsoever to say about whether we have any reasons to think that our beliefs about the world are true. En fait, Bonjour n'est pas le seul à soulever ce genre de problème. Kim nous dit aussi The difference that matters between Quine's epistemological program and the traditional program is the former's total renouncement of the latter's normativity, its rejection of epistemology as a normative inquiry. Dans la même veine, Stephen Stitch souligne le fait qu'en tant qu'épistémologue, on n'est pas vraiment intéressé à savoir comment une personne qui souffre du syndrome de Capgras, par exemple, en vient à croire que les personnes qui leur sont proches ont été kidnappées et remplacées par des robots. Un épistémologue n'est pas intéressé à savoir comment n'importe quel individu fait un lien entre ses croyances à propos du monde extérieur et ses expériences sensorielles, mais plutôt comment quelqu'un arrive à faire le lien correctement. Bref, le tournant naturaliste ne semble pas pouvoir rendre justice au volet normatif de l'épistémologie. Mais la réponse de Quine à cette objection consiste à dire que la science peut répondre à certaines questions d'ordre normatif lorsqu'on fixe des buts précis à atteindre, comme la vérité. Dans la mesure où on est intéressé à obtenir des croyances vraies, on peut se tourner vers la science afin d'identifier les processus cognitifs qui nous permettent d'obtenir plus de croyances vraies. Quine nous dit Naturalization of epistemology does not jettison the normative and settle for the indiscriminate description of ongoing procedures. For me, normative epistemology is a branch of engineering. It is the technology of truth-seeking, or in a more cautiously epistemological term, prediction. There is no question here of ultimate value, as in morals. It is a matter of efficiency for an ulterior end, truth of prediction. The normative here, as elsewhere in engineering, becomes descriptive when the terminal parameter is expressed. En revanche, la vérité n'est pas le seul but qu'on peut se donner. On peut vouloir des croyances qui nous permettent de survivre, par exemple, ou des croyances qui nous réconfortent, et la science ne semble pas apte à nous dire quel objectif cognitif on devrait se donner. Une autre raison pour ne pas accepter le naturalisme, c'est que l'échec de ce que Quine appelle l'épistémologie traditionnelle, et qui démontre en fait que le projet cartésien qui consiste à construire un édifice de connaissances infaillibles mène vers un cul-de-sac, ne nous force tout simplement pas à subsumer l'épistémologie à la psychologie. Cet échec ne nous montre pas qu'il est impossible d'établir des normes indépendamment de toute recherche empirique, qui nous permettraient d'obtenir des connaissances sans pouvoir garantir la vérité de nos croyances. On peut trouver cette objection dans l'article de Bonjour. Bonjour nous dit Thus we are told that statements about bodies cannot be proved from observation sentences, that the Cartesian quest for certainty is a lost cause, that claims about the external world cannot be strictly derived from sensory evidence, and on this basis, it is apparently concluded that the entire doctrinal side of a traditional epistemology, which Quine characterizes in one place as concerned with the justification of our knowledge of truths about nature, must be abandoned. But this, of course, does not follow. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles Quine refuserait de tout simplement modérer les ambitions du projet cartésien, qui, rappelons-le, visait à fonder l'épistémologie indépendamment de toute science empirique. La première découle du holisme sémantique. Reprenons la proposition « Il y a un foulard au local 082 du Félix-Antoine Savard » comme exemple. Imaginons maintenant que nos expériences sensorielles sont telles qu'il ne semble pas y avoir de foulard dans ce local. Est-ce que nous serions par le fait même forcés de croire que l'énoncé est faux? Pas vraiment. Peut-être qu'on n'avait pas regardé au bon endroit et que nos expériences devaient nous mener à rejeter l'énoncé « Nous avons regardé au bon endroit ». Autrement dit, nos expériences ne nous obligeraient pas à rejeter un énoncé plutôt qu'un autre. Le choix d'en rejeter un serait sous-déterminé par nos expériences.
Il s'agit là d'une conséquence directe du fait qu'on ne peut pas attribuer de méthode de confirmation à un énoncé pris isolément. Toute association entre un ensemble d'expériences et un rejet ou une acceptation d'un énoncé pris isolément relève en fait de la psychologie d'un individu ou d'un groupe d'individus. D'où l'idée que le lien entre nos expériences et nos théories doit faire l'objet d'études de la psychologie et non d'une épistémologie première, c'est-à-dire une épistémologie qui peut se faire indépendamment de la science. Une deuxième raison pour laquelle Quine refuserait de tout simplement modérer les ambitions du projet cartésien, c'est qu'en abandonnant l'idée de pouvoir obtenir des certitudes à propos du monde extérieur, on abandonne aussi l'interdiction de se baser sur des croyances incertaines afin de rendre compte de la manière qu'on devrait utiliser pour obtenir des croyances vraies. Cette interdiction étant levée, il ne serait pas judicieux de se passer de ces informations pour faire de l'épistémologie. Comme le dit Quine dans son article, en abandonnant le fondationalisme cartésien, nous serons bien avisés de faire flèche de toute information disponible, y incluse celle que fournit la science même dont nous cherchons à comprendre le lien avec l'observation. Malgré tout, et c'est ce qui constitue la dernière objection envers l'épistémologie naturalisée de Quine dont je vais faire mention, l'idée qu'il soit possible de justifier la science à l'aide de la science semble totalement inacceptable, puisqu'une telle justification serait intolérablement circulaire. Mais il y a lieu de se demander s'il s'agit d'une forme de circularité qui est vraiment problématique. De nombreux partisans de l'épistémologie naturalisée pensent que l'étude de la science par la science n'est pas dépourvue de valeur épistémique dans la mesure où la science pourrait se discréditer elle-même. Si on tentait par exemple de naturaliser nos inférences inductives à l'aide d'une induction, on tenterait pour ainsi dire de justifier notre usage de l'induction en inférant à l'aide d'une induction que nos inférences inductives ont du succès. Comme le mentionnait David Hume, il y aurait là une forme de circularité dans cette justification. Mais le naturaliste nous dirait qu'elle n'est pas pernicieuse puisque nous aurions pu découvrir par induction que nos inférences inductives sont mauvaises. Le fait d'utiliser une règle inductive afin de justifier l'induction ne garantit pas que nous allons justifier l'induction. C'est ce qui mène certains philosophes, comme Michael Davitt, à dire que l'épistémologie naturalisée n'est pas problématique dans la mesure où elle ne permet qu'une forme faible de circularité qu'on appelle communément la circularité de la règle. Bien entendu, il serait préférable qu'il n'y ait aucune forme de circularité au sein de nos théories épistémiques, et certains philosophes comme Bonjour croient qu'il est possible d'y arriver en faisant appel à l'existence de la justification a priori et en rejetant l'idée de naturaliser l'épistémologie. Selon Bonjour, il existe une longue liste de propositions dont la justification est garantie par notre raison, à condition de comprendre le sens des mots qu'elles contiennent. Voici quelques exemples que Bonjour nous donne. 2 plus 3 égale 5. Tous les cubes ont 6 côtés. Pour toute proposition P et Q, s'il est vrai que P ou Q, et il est faux que P, alors il est vrai que Q. Aucune surface n'est uniformément bleue et uniformément rouge en même temps. Mais Quine ne croit pas qu'il y ait une telle chose que la justification a priori. Pour lui, tout énoncé est inclus dans une théorie et aucun d'entre eux n'est à l'abri d'un rejet face à la pression de nos preuves sensorielles, même les lois de la logique ou des mathématiques. Par contre, ce genre de thèse n'est pas susceptible de faire changer l'avis de Bonjour, pour qui nos justifications a priori ne sont pas infaillibles. Donc le débat sur la nature de la justification a priori continue. Et voilà ce qui m'est fait à mon exposé sur le texte de Quine, mais ça ne termine pas ce que j'ai à dire sur l'épistémologie naturalisée dans ce cours. L'article de Quine est essentiellement une propédeutique à l'épistémologie naturalisée. Il ne fait pas appel à aucun résultat scientifique et par le fait même, il ne donne pas d'exemple de collaboration entre l'épistémologie et la science. Dans la prochaine vidéo, je vais tenter de pallier à ce manque en présentant certaines thèses d'Hilary Cornblith en philosophie de la connaissance et qui s'appuient fortement sur la science.